7h34 sur France Culture, l'heure du rendez-vous de la presse étrangère avec nos 3 correspondants du jour. Juan José Dorado, bonjour. Buenos días. Journaliste indépendant espagnol. Desislava Mincheva est avec nous, bonjour. Je ferai aussi à la bulgare alors, dobar den. Merci d'avoir dit en bulgare. Correspondante à Paris pour la télévision BTV et correspondante à Bruxelles pour les institutions européennes. Et avec nous, par téléphone, Luke Brown. Bonjour Luke Brown. Good morning. Vous êtes journaliste britannique à France 24. Premier sujet de la semaine, le fiasco de la finale au Stade de France et ses répercussions. Fiasco de la finale de la Ligue des Champions le week-end dernier. Gestion chaotique et violente par les forces de l'ordre françaises des supporters présents à bord du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions ce week-end. On était tassés devant le stade les uns sur les autres. On a attendu très longtemps. Une fois arrivé devant le stadier, il m'a dit que mon ticket n'était pas bon. Il n'a pas voulu me le rendre. Il m'a pointé du doigt devant la police et ils m'ont demandé de partir. C'était horrible. Devant la commission des lois du Sénat, Gérald Darmanin a répété sa version des causes de l'image désastreuse de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions. L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire? Oui. Pouvons-nous mieux organiser? Aurions-nous pu anticiper davantage? Sans doute. Le ministre de l'Intérieur continue à affirmer qu'il y a eu une fraude massive. Selon lui, entre 30 et 40 000 supporters sans billets valables se trouvaient ce samedi aux abords du Stade de France. Stade de farce. C'est ainsi que le tabloïd The Sun de Londres a rebaptisé le Stade de France où s'est déroulée cette finale de la Ligue des Champions samedi soir. Les images des fans de Liverpool agglutinés sur le parvis, bloqués au tourniquet et pour certains repoussés à coups de gaz lacrymogène ont fait le tour du monde. La presse européenne, notamment espagnole et britannique, n'y est pas allée de main morte pour qualifier les échauffourées. Mercredi, on l'a entendu, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la nouvelle ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ont dû s'expliquer devant la commission des lois du Sénat. Il faut dire qu'à quelques mois de la Coupe du Monde de rugby à l'automne 2023 et des Jeux Olympiques à l'été 2024, les incidents de samedi ont de quoi interroger. Est-ce pour cette raison, Luke Brown, que l'histoire, l'affaire, les échauffourées, le fiasco, comme on le dit, ont été si commentés? Je dirais que la réaction en Grande-Bretagne était vraiment niveau scandalisé. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vécu de tels incidents. On pourrait dire que l'année dernière, pour la finale de l'Euro 2020 à Londres, était semblable, mais cette fois-ci, c'était véritablement une mise en cause de la manière, les stratégies, les tactiques de la police française. Et je pense que c'est cela qui a le plus scandalisé. Quand on regardait ce Twitter à partir de lundi, il y avait Gary Lineker, qui était un ancien joueur très très célèbre en Angleterre, mais aussi un présentateur de la BBC, qui traitait Gérald Darmanin de menteur. Ça, comme vous avez dit, ça allait assez rapidement vers la critique. Et donc, du coup, c'est une question d'incompréhension de comment la France a réussi à évoluer de cette manière avec ses tactiques de police, alors que la plupart des autres pays européens, l'Angleterre principalement, essaient d'évoluer dans une manière non confrontationnelle. Donc, pour les Anglais, Luc, c'est plus un problème avec la police française, avec le maintien de l'ordre, la sécurité, qu'un problème lié au football, au stade, puisqu'on peut aussi considérer que cette saison en particulier a été émaillée d'échauffourées toute l'année. À Saint-Étienne, encore la semaine dernière, il y a eu des incidents avec envahissement du stade. Pas un match ne se passe en ce moment en France, en tout cas, sans incident. Donc, pour vous, enfin, en tous les cas pour les Anglais, ce qui se dit là-bas, disons, c'est plus l'encadrement. C'est effectivement ça. Il y a ce terme qu'on utilise en Angleterre qui est le kettling. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les manifs, mais qui se fait de entasser les gens dans des petits endroits. Et c'est quelque chose qu'on a arrêté de faire, même avec les manifestations en Angleterre, parce que l'effet que ça a sur les foules est généralement néfaste. En France, quand on va sur des manifestations, il y a souvent ce genre d'entassement, mais aussi le contexte est peut-être un peu plus violent sur les manifestations en France. Alors que de transférer ces mêmes tactiques sur les matchs de foot, comme je disais, c'est complètement incompréhensible pour les supporters de foot en Angleterre.
Et je dirais qu'il y a des raisons historiques pour cela. Le symbole est très fort, que ce soit l'équipe de Liverpool qui jouait la semaine dernière à Saint-Denis, parce que c'est aussi Liverpool qui est au centre de la plus grande catastrophe de foot de l'histoire de l'Angleterre, c'est-à-dire la catastrophe de Hillsborough de 1999, où 97 personnes ont perdu la vie. Et cette catastrophe a véritablement changé les mœurs en Angleterre, les manières de traiter les fans de foot devant les matchs, pendant les matchs et après les matchs, mais aussi une question de mettre la responsabilité où poser la responsabilité. Parce que je dirais le fait que les autorités françaises ont dit que c'était la faute aux faux billets, et notamment le faux billet qui était dans les mains des fans de Liverpool, je pense que cela a encore plus choqué l'opinion publique en Angleterre, parce que ça fait maintenant 30 ans qu'on ne dit plus, ou qu'on n'ose plus dire que c'est la faute aux fans, parce que il y a plusieurs éléments dans chaque contexte où des fans se sont blessés. Et c'est en Angleterre, on a pris la responsabilité du côté des forces de l'ordre de dire que il faut que tout le monde fasse un effort. Et je pense que c'est cela véritablement qui est le plus choqué en Angleterre, c'est que qu'on dise tout de suite, c'est la faute des fans. Et donc, du coup, je pense que c'est dans ces deux contextes-là, la violence policière et aussi l'absence de vouloir prendre la responsabilité qui est la plus choquée. Alors, on comprend, Juan José, la colère, l'indignation même des Anglais qui sont directement mis en cause, en particulier donc ces supporters de Liverpool. Mais alors, pourquoi les Espagnols sont-ils aussi remontés que les Anglais ? Bon, ils sont remontés parce qu'il y a un contexte très particulier. Ça se passe après des événements et des luttes intestines entre l'Espagne et la France par rapport à l'arrivée d'Mbappé et les différences. Qui a finalement décidé de rester au PSG. Qui a décidé de rester par rapport au fait que la Ligue espagnole va dénoncer le PSG. Voilà, il y a un contexte très particulier. Mais au-delà de tout ça, parce qu'il y a eu des supporters espagnols qui ont été aussi donc malmenés par des jeunes qui les ont détroussés aux alentours du stade. Mais je ne peux que partager ce que dit mon confrère, parce qu'il y a un aspect, donc il y a l'aspect sécuritaire. C'est vrai que la France n'a pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 85 à Issel et en 89 donc en Angleterre. Et là où tous les pays l'ont fait. En Espagne, à partir des années 90, et ces deux tragédies, il y a des unités spéciales pour gérer les flux des supporters de football qui ont été créées. Des unités spéciales qui travaillent avec les supporters, qui les infiltrent parfois les groupes les plus radicaux. Alors, et puis, il y a cette système sécuritaire qui applique la police française, qui avait été déjà critiqué lors des manifestations des Gilets jaunes et qui continue à être le même. Et donc, on ne gère pas une manifestation comme on gère un flou des supporters. Et puis, il y a le manque de mémoire du côté français. Et je crois que on se rappelle pas assez ce qui s'est passé en 85 et en 89 et que pour des supporters. Rappelez peut-être ce qui s'est passé en 85. En 85, c'était la finale de la Champions League, Juventus-Liverpool, et il y a eu effectivement un mouvement des foules, et où il y a eu des victimes aussi. D'ailleurs, par la suite, les équipes anglaises ont été mises en dehors des compétitions européennes pendant 5-6 ans. Donc, et puis il y a eu 89 du côté de l'Angleterre aussi, avec 77 ou 70 morts. Même plus, 97 morts. Ou 87 morts. Donc, et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on se rappelle pas qu'il y a eu un vrai changement chez les supporters anglais. Alors, je peux comprendre que des milliers de supporters anglais se voient entassés à quelques mètres du stade. Et pour eux, c'est un trauma. C'est un trauma. Et ça, je pense que les autorités françaises ne l'ont pas compris. Et la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas mentir impunément. Et je suis encore d'accord avec mon confrère quand on dit le mensonge sur les milliers de billets qui a été dit par le ministre de l'Intérieur. Et je dis mensonge parce que l'UEFA et la Fédération française de football ont reconnu qu'il n'y a eu que 2800 billets déclarés au tourniquet faux. 2800 billets, c'est pas 30 000, c'est pas 40 000. Donc tout ça fait qu'effectivement, il y a eu cette critique généralisée sur ce qui s'est passé en France. Donc c'est plutôt un problème de sécurité, mais c'est aussi un problème politique.
On va y venir, mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé avec vous, Desislava Mincheva, parce que vous étiez au stade. Oui, à la différence de mes confrères, je suis pas du tout une spécialiste du foot, mais j'y étais parce que tout simplement la chaîne de télévision pour laquelle je travaille, BTV, tient les droits de Champions League en Bulgarie. Donc, en dehors de toute l'équipe qui est venue de Bulgarie, spécialement, ce sont les journalistes sportifs. Moi, je suis la correspondante permanente en France et à Bruxelles. Donc, mon travail, c'était de couvrir, d'expliquer, de couvrir d'abord tout ce qui est l'ambiance, ce qui se passe dans la ville, le jour avant, le jour de la finale et le jour d'après. De plus, de rappeler comment la décision a été prise de reporter la finale du stade de Gazprom Arena à Saint-Pétersbourg en France. Donc de rappeler quelles étaient les garanties qui ont été données dans les premières heures après le début de l'invasion russe en Ukraine. Pourquoi le président de l'UEFA, Čeferin, a pris la décision de donner la finale à Paris, vu qu'il y avait plein d'autres candidats comme par exemple Budapest, Porto, Lisbonne, Berlin, Rome, à Londres. Et en fait, toutes les rumeurs qui disaient que Čeferin était personnellement choqué par la pression que le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis pour que Wembley obtienne la finale. Et finalement, c'est la France. Et on se dit, waouh, il y a des garanties là. De plus, en fait, je raconte ce que j'ai vécu moi. J'ai été très surprise. En fait, ça m'arrive pour la première fois de donner autant de remplir et de présenter autant de papiers comme tous les autres journalistes qui étaient accrédités et qui étaient présents au Stade de France. Nous tous, on avait présenté à peu près une dizaine de papiers, y compris qu'on est apte de faire notre métier, y compris on avait rempli des formulaires qui sont exigés pour des travailleurs détachés. Tous les journalistes qui sont venus à Paris couvrir le match pour 48 heures, mes collègues qui sont venus de Sofia, avaient des papiers, ça a pris 2 semaines. Et on se dit, waouh, s'il y a une telle organisation pour la presse, ça doit être vraiment impressionnant. Ensuite, on a vu comment les Français ont changé l'herbe en Stade de France en 48 heures. Et on se dit, c'est une vraie organisation, en fait. Voilà. Mais non, parce que j'ai suivi vraiment tout ce qui s'est passé depuis le 25 février. Vraiment quelques heures après le début de l'invasion russe, quand la décision a été prise jusque ce jour-là. Et en fait, c'était waouh, comme organisation. On se dit, voilà, on s'attend à la perfection. Pas seulement pour l'herbe au Stade de France, mais vraiment tout. Vu les exigences pour les journalistes, ça doit être pareil pour la sécurité. Juste faut-il signaler que comment ça se passe? Tout ce qui se passe à l'intérieur du Stade de France est géré par l'UEFA. Et que par l'UEFA, les Stades de France a été privatisé pour l'occasion. Et donc, c'est l'organisation UEFA. Et c'est vrai, on change la pelouse 48 heures à l'avance. Mais la France, c'est la sécurité, c'est des grilles vers l'extérieur. Et c'est là où il y a eu des problèmes. Pas à l'intérieur. Les problèmes ont été à l'extérieur. C'est la partie française qui a failli. Qui n'est pas gérée par l'UEFA. Qui n'a pas su gérer et qui n'est pas gérée par l'UEFA. Complètement par hasard, notre voiture SNG, la voiture avec le satellite, elle était, parce que c'est pas nous qui disons où la voiture va être garée, c'est l'UEFA. Et c'était garé exactement sorti à UTZ, là où il y avait les fans anglais. Moi, mon dernier direct devant le stade, c'était à peu près à 19h45. Et à ce moment-là, il y avait déjà les fans anglais, mais tout était calme. En fait, tout était calme. Au moment du début de match, à 21h, j'étais déjà dans l'enceinte. Et nous, on n'a pas tout de suite compris en fait ce qui se passait, mais 1 heure avant, c'était encore calme. Et les fans anglais, encore une fois, je suis pas une spécialiste du foot, mais c'était calme et c'était plutôt festif en fait. Il n'y avait pas de tension. Alors c'est pas resté festif, on l'a bien compris, Desislava Mincheva. C'est même devenu, vous le disiez, Juan Rosé, une affaire politique. De différentes façons. Par exemple, le sociologue Sébastien Rocher, reçu ici au matin de France Culture, disait que c'était plutôt un problème des autorités. Le professeur de philosophie Robert Redeker, dans Le Figaro, a plutôt parlé d'un symptôme de l'exacerbation des tensions dans la société française. Et politiquement, cela a été récupéré. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon qui a fustigé un échec complet de la stratégie policière, alors qu'à droite et à l'extrême droite, on a plutôt incriminé la, je cite, racaille des banlieues. C'est en cela que vous dites que c'est devenu une affaire
politique? C'est devenu une affaire, entre autres choses, parce que c'est vrai, et vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que la France a un problème avec la violence au football. Ce qui s'est passé cette année en France, où il y a eu des dizaines de problèmes dans les stades, vous avez signalé celui de Saint-Etienne, justement samedi aussi, ça montre à quel point la France a un problème avec la sécurité dans les stades. Faut rappeler que ces scènes de violence qu'on a vues avec des tribunes fermées, des stades joués, ou des matchs joués à huis clos, on l'a pas vu ailleurs en Europe cette saison. On l'a pas vu. Il n'y a qu'en France qu'il y a un vrai problème de sécurité. Alors quand vous voyez, on parlait de ce terme de racaille, effectivement des bandes, des jeunes qui sont allés détrousser les supporters, ça c'est une réalité. La question est pourquoi sont-ils là? Comment ont-ils réussi son billet à passer le barriérage qui était établi à 1 kilomètre du stade? 7h50 sur France Culture, on poursuit ce rendez-vous de la presse étrangère. Nous sommes en compagnie ce matin de Juan José Dorado qu'on vient d'entendre, de Luc Brown qui est à distance avec nous. Luc Brown, manifestez-vous, n'hésitez pas si vous voulez parler. Et d'Issislava Mincheva, on aborde le deuxième sujet qui a retenu notre attention, la riposte européenne à la Russie après 100 jours de guerre. Cette fois, c'est officiel. Après des semaines de négociations, les Européens ont décidé d'adopter un embargo sur la quasi-totalité du pétrole russe. 92% des importations seront stoppées d'ici la fin de l'année. Ce 6e paquet est historique. C'est que nous avons décidé, de manière très claire, de sanctionner dès maintenant et de sortir dans les meilleurs délais du pétrole russe. Et notre objectif est toujours le même, stopper la guerre sans participer. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre service. Vous risquez votre vie pour nous tous et pour notre pays. Merci de défendre l'indépendance de notre nation. Prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine. Qui a fait toujours debout. Alors le Kremlin se concentre sur la conquête du Donbass, où se joue désormais une guerre d'usure. Environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants, soit près de 125 000 km². C'est plus que tous les pays du Benelux. L'Ukraine s'apprête à entrer dans un 100e jour de guerre. Et ce 100e jour de guerre, c'était hier. Le maire de Kiev, au micro de Grégory Phillips qu'on vient d'entendre pour France Culture, disait 100 jours de guerre, 100 jours de trop. Le monde doit aider l'Ukraine et les Russes doivent comprendre qu'ils doivent partir. Sauf qu'ils n'en prennent pas le chemin. Côté européen, les discussions continuent. Les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé jeudi un 6e paquet de sanctions contre Moscou qui inclut un embargo sur le pétrole russe, après que le président ukrainien les a exhortés à rester unis et à se montrer forts face à la Russie. Est-ce que l'Europe apparaît, au bout de 100 jours, unie ou désunie? Je vous pose la question, Issislava Mincheva, vous étiez à la réunion lundi à Bruxelles. Les commentateurs disent que c'est sans doute le dernier paquet de sanctions parce que l'unité européenne a atteint ses limites. Oui, je couvre les conseils européens depuis plusieurs années et surtout tous les conseils européens exceptionnels en fait depuis le début de la guerre. Ce qui s'est passé lundi et mardi à Bruxelles, en fait, c'est un peu un miroir dans lequel on peut se regarder, nous les Européens, et je ne suis pas certaine que le reflet qu'on voit est tout à fait positif en fait pour l'Europe. C'est vrai que le 6e paquet de sanctions, c'est celui qui a fait le plus de mal parce qu'on a touché au pétrole. Et c'est vrai aussi, il me paraît qu'il y a 2 mois, personne n'aurait cru que on toucherait au pétrole. Et là c'est fait. Sauf que là, il y a plus d'un mois en fait que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a parlé d'une suppression totale du pétrole russe. Là, presque 5 semaines plus tard, on n'y est pas. On est à 90% avec plein d'exceptions, et pas seulement pour les pays enclavés comme la Tchéquie, surtout la Hongrie et la Slovaquie, mais aussi comme pour 2 autres pays comme le mien, la Bulgarie et la Croatie, qui ont un accès à la mer, mais quand même, ils font partie des exceptions. Et quand même, on parle là d'une suppression de 92% du pétrole russe. Mais on a bien vu que pendant 4 semaines, un pays, et c'est la Hongrie, bloqué à ce 6e paquet. Donc bloquer la décision sur le pétrole, mais de cette manière bloquer
toutes les mesures qui étaient dans le 6e paquet. Et ce qui s'est passé lundi et mardi à Bruxelles, c'est que les chefs d'État et de gouvernement des 27 étaient là, ont pris une décision. Ok, on accepte le 6e paquet. Et le lendemain, au moment de la signature formelle, l'ambassadeur hongrois à Bruxelles a dit « Ah non, désolé, mais nous, on a encore des exigences. On sort le patriarche russe de la liste. Tout le monde est choqué. 26 pays disent... De la liste noire, hein. La liste noire des personnes sanctionnées. Et en fait, ça continue de marcher. À chaque fois quand il y a une exigence, parce que pour la politique étrangère européenne c'est comme ça dans les textes européens, il faut l'unanimité. Et donc jeudi, le paquet de sanctions a été approuvé, mais avec effectivement cette concession faite à la Hongrie de sortir de la liste noire. La énième concession, et ça marche. Luke Brown, vous étiez aussi à cette réunion. Quel a été votre regard un peu extérieur, vu de Grande-Bretagne? Oui, effectivement, je discutais avec d'autres journalistes britanniques avant le début du sommet. Eux, ils considéraient que c'était véritablement les gens en jeu étaient véritablement existentiels pour l'UE, tout simplement pour dire à quoi sert l'UE si elle ne peut pas agir. Il y avait une certaine satisfaction une fois que les accords étaient sortis en fin de soirée de lundi pour dire qu'effectivement l'Europe peut agir et quand l'Europe veut, elle peut agir d'une manière assez forte et malgré des mineures divisions, ils ont réussi quand même à agir d'une manière assez collégiale. Il faut savoir aussi, il y avait une certaine inquiétude par rapport au fait que l'UE agit, mais comme ma consoeur vient de signaler, la Hongrie était au centre du débat, mais aussi la Hongrie a en quelque sorte retenu en otage l'ensemble des choses pour avoir ces exceptions sur le patriarche Kirill et sur le pétrole pipeline. Et je pense que ça c'est intéressant parce que de quelque manière, ce que souhaitait le Brexit mettre terme aux choses, comme ce genre d'accord un peu un peu mélangé, un peu dilué, où il y a 27 ou 28 à l'époque États membres qui doivent chacun défendre leurs intérêts. On finit toujours par avoir des accords très très dilués. Et ce qui justifiait de quelque manière du côté des Brexiteurs la sortie de l'Union européenne et ce qui a permis actuellement, et depuis le début du conflit, à la Grande-Bretagne, d'avoir vraiment la main un peu plus libre pour agir. C'est-à-dire, Boris Johnson, les sanctions britanniques sont peut-être un peu moins importantes envers la Russie que les sanctions de l'Union européenne, mais Boris Johnson et le gouvernement britannique a véritablement pu livrer davantage d'armes plus rapidement que la plupart des pays européens et surtout ils ont beaucoup plus communiqué. Ça a été véritablement depuis les 100 jours de la guerre une bataille de quelque sorte de communication de tout part, du côté russe, du côté ukrainien, mais aussi européen, américain et britannique. Et la Grande-Bretagne, en étant sortie de la grande zone de l'Union européenne, a réussi à faire entendre sa voix, je dirais un peu plus fortement que d'autres. Par exemple, Volodymyr Zelensky remercie chaleureusement assez souvent Boris Johnson. Boris Johnson s'est rendu à Kiev, mais le lendemain de la visite de Ursula von der Leyen, mais en faisant beaucoup plus de bruit et en ayant on dirait un peu plus de réussite de communication. Et je pense que ça a deux impacts. C'est-à-dire, d'un côté, ça justifie tout le parcours du Brexit, mais aussi ça aide le Premier ministre britannique à contourner l'attention des moult scandales qui le perturbent et qui perturbent sa politique aujourd'hui. Juan José. Brièvement, je suis moins catastrophé que mes confrères parce que l'Union européenne a quand même deux leviers. Il y a les sanctions qui sont prises par l'Union européenne, mais il y a le levier OTAN. Parce que la plupart des pays de l'Union européenne appartiennent à l'OTAN et donc parfois il y a des mesures qui sont prises à l'encontre de la Russie qui seront pas prises par l'Union européenne mais qui seront prises militairement par l'OTAN et ça fait aussi mal. Donc je pense que l'Union européenne va jouer sur ces deux tableaux, les mesures OTAN, les mesures Union européenne. Donc je pense que l'Union européenne va continuer à mettre de la pression et elle aura effectivement, je l'espère pour elle, gain de cause à la fin puisqu'on a vu que le plan initial de Vladimir Poutine a été complètement raté avec une OTAN qui était au mort cérébrale
vertébrale et qui est devenu l'axe principal de la défense européenne aujourd'hui. On en reparlera bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce rendez-vous de la presse étrangère. Juan José Dorado, Desislava Mincheva et Luke Brown qui étaient avec nous à distance. On se retrouve après le journal. Nous parlerons de nos députés et de l'Assemblée nationale.